Ça fait peut-être un peu prof. Je m'appelle Sarah Perrin et je fais une thèse en sociologie sur les femmes insérées socialement dans les mondes de la drogue. On parle de soumission chimique quand on administre une substance à quelqu'un sans son consentement et le plus souvent à son insu à des fins criminelles. Il faut distinguer la soumission chimique de la vulnérabilité chimique. La vulnérabilité chimique, c'est l'état dans lequel se trouve quelqu'un qui a consommé volontairement des substances psychoactives. Par exemple, quelqu'un qui est ivre est vulnérable chimiquement et cet état peut altérer sa capacité à consentir à une relation sexuelle. On a beaucoup parlé du GHB comme étant la drogue du violeur. Le GHB peut être utilisé dans des cas de soumission chimique, tout comme son précurseur, le GBL, qui produit les mêmes effets. Mais d'autres substances peuvent être utilisées, par exemple des benzodiazépines, qui sont des médicaments utilisés pour lutter contre le stress, l'anxiété ou l'insomnie, et également de l'alcool. Des cas de soumission chimique avec de la kétamine ont aussi déjà été rapportés, ainsi qu'avec de la MDMA. Les produits les plus utilisés dans les cas de soumission chimique sont des substances qui peuvent créer une amnésie ou des pertes de mémoire, avec un effet endormissant, dissociatif ou empathogène. Il faut aussi comprendre que n'importe quel produit administré à une personne à son insu et sans son consentement l'affaiblit et peut la rendre vulnérable à des agressions. Le GHB a été classé comme stupéfiant en 1999. Le GBL, qui est donc un solvant industriel liquide couramment utilisé dans l'industrie, n'a pas fait l'objet d'une réglementation spécifique jusqu'en 2011, année où la cession et la vente de GBL ont été interdites auprès du grand public, ainsi que les produits qui en contiennent une concentration supérieure à 10% ou en quantité supérieure à 100 ml. Malgré cela, l'approvisionnement en GBL s'effectue facilement par Internet. Les benzodiazépines, eux, sont des médicaments qu'on peut acheter en pharmacie uniquement sur ordonnance. Et la MDMA et la kétamine dont je parlais précédemment sont classés comme stupéfiants et sont donc des drogues illicites. La première chose à faire, c'est de travailler sur les représentations et réactions sociales autour des agressions sexuelles et des viols de manière générale. Il y a encore beaucoup trop souvent une culpabilisation et un rejet des victimes qui peuvent éprouver un sentiment de honte. La culpabilisation des victimes et leur sentiment de honte constituent le premier obstacle à la prise en charge judiciaire et médicale. Il faut écouter les victimes, arrêter de systématiquement remettre leurs paroles en doute et proposer des services psychologiques, sociaux et médicaux réactifs, disponibles et bienveillants, formés à la prise en charge du stress post-traumatique. On entend encore trop souvent des récits de victimes mal accueillies dans les commissariats ou qui ont des difficultés pour aller au centre d'accueil en urgence des victimes d'agression, donc le COVA. Pour les victimes, c'est la double peine. Il est donc urgent de former les professionnels et de dire aux victimes qu'ils et elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Ensuite, en effet, le GHB et le GBL ont une durée de vie limitée dans le corps. Ils sont présents environ 12 heures dans les urines et seulement quelques heures dans le sang. Il est donc très difficile à détecter. Les benzodiazépines sont détectables dans les urines pendant plus longtemps, durant quelques jours. La kétamine reste 1 à 2 jours dans les urines et la MDMA pendant 24 à 72 heures. Donc d'une part, les victimes, souvent sous le choc, ne vont pas se faire tester dans les jours qui suivent la soumission chimique. D'autre part, ils et elles ont souvent une amnésie totale ou partielle des faits, ce qui rend la prise en charge difficile. S'ajoute à tout cela le sentiment de culpabilité dont je parlais précédemment, qui constitue encore un frein. Donc en fait, en diminuant le rejet et la culpabilisation des victimes, il sera plus facile de les inciter à solliciter les services médicaux et hospitaliers plus rapidement. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'une personne qui a été victime d'agression sexuelle ou de viol a un rapport au corps altéré et qu'il peut lui être très difficile d'aller passer des examens médicaux. De manière générale, les femmes sont davantage victimes d'agressions sexuelles et de viols que les hommes, mais les hommes peuvent aussi être concernés par des tentatives de soumission chimique, ainsi que les minorités de genre.